Bonjour. Alors, j'interviens aujourd'hui sur un sujet de libre réflexion, auquel j'ai droit sur cette chaîne, partant du principe que non seulement on doit y faire de la philosophie, mais du coup la mettre en pratique à propos de thèmes qui sont présents dans l'actualité et qui présentent un intérêt à la fois théorique et politique important. Donc il faut s'y intéresser parce que les choses ne vont pas très bien ces temps-ci et on doit donc avoir le courage de prendre position. Mon thème s'intitule tout simplement « Non au communautarisme ». Et donc cette intervention s'inspire, je vous le dis tout de suite, d'un livre remarquable d'une intellectuelle algérienne, dont le nom est un peu difficile à prononcer, donc je vais le lire tranquillement, Fatia Agag Boujalat, et elle a écrit Le Grand Détournement. Et cette intellectuelle, avec quelques rares autres intellectuels, selon moi, sauve l'honneur de l'intelligence française, en particulier, parce que c'est l'intelligence française à laquelle je suis d'abord confronté, que je trouve en pleine déliquescence idéologique ces temps-ci. Alors, elle ne plaira pas forcément à tout le monde, mais tant pis, je prends le risque de dire ce que je pense à l'encontre des conformismes, disons, dominants, spécialement à gauche, qui trahit actuellement sa vocation universaliste. Alors, avec l'auteur d'origine algérienne, je le rappelle, on associera le communautarisme à la multiplicité des cultures au sein d'une même nation et de son État. Multiplicité qui s'accroît avec le dramatique phénomène de l'immigration, je dis bien dramatique, et d'abord pour ceux, et c'est à ça que je pense, pour ceux qui fuient un pays d'origine où ils y vivaient mal et qui se trouvent ainsi déracinés, sans être sûrs de pouvoir vivre beaucoup mieux dans le pays qui les accueille malheureusement. Mais cette première définition est insuffisante, elle est trop générale, car il faut lui ajouter une distinction décisive politiquement. D'un côté, la réalité de la multiplicité culturelle, et de l'autre côté, ce qu'elle nomme justement le multiculturalisme. Ce n'est pas pareil. La première est un fait, qui n'appelle pas de jugement de valeur, sauf au plan de la coexistence de ces cultures, souvent difficiles, quand celles-ci se replient sur elles-mêmes et qu'elles peuvent engendrer, du même coup, des conflits interculturels dus aux différences des modes de vie, appuyés souvent sur une base religieuse, il faut le dire, et sectaire. Le multiculturalisme, lui, est toute autre chose. C'est une conception politique ou juridique qui consiste non seulement à accepter, voire à valoriser cette multiplicité, mais à l'instituer de telle sorte que les communautés culturelles importées vont vouloir et pouvoir se soustraire, figurez-vous, aux lois de l'État-nation qui les accueille. Chez nous, ce sont celles de la République, avec leur universalisme propre, qui pourtant doit s'imposer à tous. Les lois de l'État s'impose à tous les membres d'une société soumis à cet État. Or, avant d'aller plus loin, j'indique tout de suite que cela vaut pour bien des pays européens, dont le modèle est la Grande-Bretagne, mais on trouve cela aussi aux États-Unis, même si c'est à un degré moindre, ou encore au Canada, où là, le multiculturalisme est très fort, et la France, ici, fait figure d'exception. Exception qu'elle revendique et que je revendique aussi pleinement. Quelles sont alors les implications, à la fois théoriques et pratiques du multiculturalisme? Il implique d'abord un relativisme culturel. Je dis bien un relativisme culturel qui se refuse à juger les cultures et leurs règles de vie, les unes par rapport aux autres, au motif du respect, je mets ça entre guillemets parce que je vais revenir sur ce terme, au motif du respect des différences que l'histoire a produites entre les peuples et que l'on devrait donc leur témoigner. Du coup, il n'y aurait plus d'universalisme, à savoir de valeurs universelles, et qu'il faudrait promouvoir, comme celle dont nous avons hérité de la philosophie des Lumières et de la Révolution française, la liberté de tous, l'égalité, dont celle aussi des femmes avec les hommes, et bien entendu la fraternité. Chaque culture, voire ethnie, aurait donc ses valeurs qui constitueraient son identité et qu'il faudrait admettre,
sauf à verser dans un totalitarisme impérialiste ou colonialiste. Et j'ai même vu récemment, je crois en avoir parlé sur cette chaîne, me semble-t-il, enfin peu importe, un ancien philosophe marxiste qui s'appelle Étienne Balibar, affirmé que l'universalisme était littéralement totalitaire, ce qui est proprement, à mon avis, délirant. Et du coup, on refuse l'idée d'une histoire commune ou partagée, la formule d'elle, une histoire commune et partagée, au sein de laquelle des comparaisons normatives pourraient être faites, débouchant sur l'idée d'une hiérarchie des civilisations, et oui, ou des sociétés historiques, et donc aussi l'idée d'un progrès de l'humanité, mais offert à tous les peuples. On est au contraire dans la perspective communautariste au sein de bulles historiques qui ne veulent pas être appréciées et contaminées par d'autres identités culturelles auxquelles on les comparerait. Eh bien non, il faut oser dire et répéter que tout ne se vaut pas dans les différentes cultures humaines, même si l'autarcie relative de celle-ci et le poids des coutumes a amené les hommes qui en faisaient partie à valoriser ce qu'ils pensaient et faisaient, à ne point le critiquer, parce qu'il ne se référait pas à un universel moral et politique qu'ils ignoraient, ce qui les entraînait à s'y enfermer. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une forme d'aliénation, il y en a d'autres, mais celle-là, c'en est une, idéologique et pratique. Bref exemple. Qui niera que l'esclavage et son apologie dans l'Antiquité, y compris par le philosophe Aristote, qui est un grand philosophe par ailleurs, et qui est l'auteur d'une éthique, figurez-vous, qui niera que c'est pour nous, désormais, et donc en soi, pour nous, donc en soi, aujourd'hui, pour notre présent et notre avenir, un scandale absolu. Or, il y a bien toujours des sociétés, ou des fractions de sociétés, qui le pratiquent de fait. Ou encore, qui niera que la domination de l'homme sur la femme, telle que toutes les religions l'ont préconisée et imposée, ne soit elle aussi un scandale qui porte atteinte à l'identité personnelle de la femme. Ou encore, et je ne veux pas me focaliser sur ce point extrême, qui peut accepter la polygamie telle qu'elle est valorisée, sinon imposée par l'islam. Du coup, c'est à une autre notion, figurez-vous, qu'il faut s'en prendre. Comme le fait Aga Boudjala, et je retrouve chez elle avec un immense plaisir, je vous le dis, ce que j'ai toujours personnellement pensé et professé. La notion de tolérance qu'elle dénonce en la considérant comme une pseudo-valeur, pourtant communément admise par tout le monde, et on va voir la déplorable concrétisation politique aujourd'hui même que cette notion peut entraîner. Alors moi je définis la tolérance à ma manière, et depuis longtemps, comme l'acceptation de fait de ce qu'on critique ou dévalorise en droit. Je répète, l'acceptation de fait de ce qu'on critique ou dévalorise en droit, normativement si vous préférez. Songeons à un niveau très banal, au fait pour un enseignant de tolérer le bruit dans sa classe, il n'a pas à le respecter. Bon, il peut le tolérer éventuellement, ça je ne crois pas, mais il n'a pas à le respecter. Ou encore au fait d'accepter dans une conversation des propos d'extrême droite ou racistes quand on est très à gauche, et ce au nom d'une politesse sociale de salon. Ça ne se respecte pas des propos pareils. Notre auteure, elle, va la définir en deux temps, ce qui rejoint mon propos. Alors, elle commence par dire que c'est une attitude narcissique qui vous permet de complaire à autrui et de vous assurer sa sympathie, au moins de surface. Et cela vous dispense, bien entendu, de juger la chose sur le fond au nom du relativisme, ce qui est un manque de courage. Et cela parce que le relativisme implique que tout se vaut. Ce qui veut dire en réalité que rien ne vaut. Si tout se vaut, rien ne vaut. Eh bien, il faut le dire, cela s'appelle du nihilisme sur le plan normatif, attitude bien pratique, bien commode, et guère courageuse, et surtout irresponsable à l'égard de toutes les formes du mal ou du malheur social que nous connaissons et qui s'aggravent.
Je vous signale au passage qu'aujourd'hui, nous connaissons une société où il y a, je viens de le lire dans un journal, 2 millions de personnes en France qui vivent dans une pauvreté absolue, à savoir avec 900 € par mois. Et qu'il y a au total 10 millions de pauvres non absolus, alors que les riches s'enrichissent à un niveau qui n'avait jamais été atteint. Ce n'est pas tolérable, parce que ce n'est pas respectable. C'est donc à l'opposé à la notion de respect qu'il faut se référer et qu'il faut mettre fondamentalement en avant. Cette valeur morale, c'est une valeur morale, et pas éthique au sens étroit du terme, une simple valorisation facultative. Cette valeur morale que Kant a mise au premier plan, qui vise la personne humaine, les comportements que nous devons avoir à son égard, quels qu'elles soient, d'où le flux radical du racisme, et qui est trahi par la politique ultra-libérale qui domine aujourd'hui, laquelle ne mérite aucun respect et aucune tolérance, donc de notre part, quand on est au minimum d'aspiration socialiste. Je vous renvoie à ce que je viens de dire sur la pauvreté aujourd'hui qui s'accroît. Dit autrement, qui ne respecte pas l'être humain ne doit pas être toléré. Ou encore, ceux qui ne respectent pas l'autre être humain ne doivent pas être tolérés. On en voit alors les conséquences concrètes actuellement, qui sont autant de dérives inadmissibles dans le cadre donc du communautarisme à la mode. Alors, je ne vais pas multiplier les exemples ici, renvoyant à son livre, qui en abonde et qui sont proprement désespérants. Quelques-uns seulement, qui visent d'abord l'Angleterre, mais on peut aussi citer le Canada, où je l'ai signalé, le communautarisme est en pleine effervescence. Donc, quelques exemples. Les communautés juives, mais surtout islamiques, avec leurs conflits au demeurant, sur fond de sectarisme religieux, comme on le voit aujourd'hui, ont obtenu des juridictions, figurez-vous, qui ne sont pas celles de l'État, pour régler des litiges internes à leur communauté et qui échappent aux lois de cet État, sur le plan civil en tout cas, pas pénal pour l'instant, et même les contredisent, comme ceux qui concernent l'héritage au détriment des femmes, l'observance des codes religieux comme le port du voile, le mariage, par exemple la possibilité d'épouser une enfant de 9 ans dans le cas de la religion islamique, ou pire, alors là, l'application de l'excision, qui non seulement est une atteinte au corps humain, mais enlève à la femme musulmane une source de plaisir dans laquelle l'homme peut ne pas intervenir, ce qui est insupportable, bien entendu, aux hommes de cette culture. Ou encore, figurez-vous, et vous allez apprendre quelque chose, il y a cet exemple ahurissant en France, chez les Roms, et spécialement donc en France, la tolérance de la part de la justice officielle de la prostitution des jeunes enfants, imposée par les parents pour faire de l'argent en faisant du sexe. Un juge français s'est même permis de ne pas punir ce délit au nom, dit-il, d'une différence de standards moraux entre les Roms et nous. Et je vous renvoie au livre de l'Algérienne pour consulter la date et le contexte exact de cette décision. On pourrait aller très loin si l'on voulait continuer à raisonner en ce sens. Alors pourquoi ne pas voir dans le nazisme et ses horreurs antisémites caractéristiques de l'Allemagne, une spécificité ethnique allemande, entre guillemets, remontant à Wagner et à Nietzsche. Pour celui-ci, ce serait partiellement inexact. Seule son anthropologie est détestable et a pu le nourrir. Mais il y aurait peut-être, à ce moment-là, pourquoi pas, on pourrait aller jusque-là, et respecter les Allemands au nom de leur tradition communautaire. Or, ce qui est aussi stupéfiant, et j'y insiste délibérément, c'est de constater que ce relativisme culturel, donc, s'il est bien dénoncé par d'excellents esprits, comme le philosophe américain Michael Walzer, qu'elle cite abondamment, eh bien ce relativisme culturel est soutenu par d'autres en France, que l'on ne s'attendrait pas à rencontrer sur cette position. C'est le cas d'Alain Caillé, sociologue connu pour son engagement contre l'utilitarisme,
avec qui j'ai d'ailleurs collaboré dans un livre collectif autrefois, ne connaissant pas ses positions dans ce domaine, qui sont récentes, hein. Et tout autant, quelqu'un que vous connaissez de nom, Alain Renaud, hein, qui a enseigné, ou enseigne encore, je ne me rappelle plus très bien, à Paris 4, philosophe connu, lui aussi, pour sa défense de la philosophie morale, figurez-vous, spécialement kantienne, c'est un grand spécialiste de Kant, hein, mais politiquement libéral, il est vrai. Il réclame, figurez-vous, que l'on reconnaisse la spécificité de droits non seulement individuels, mais collectifs, permettant, je le cite, de relativiser la valorisation absolue des droits individuels. Revaloriser la valorisation absolue des droits individuels au nom d'une loi communautaire collective qui leur serait supérieure, hein, alors qu'au contraire, bien entendu, notre Constitution, hein, consacre fondamentalement les droits individuels comme étant inaliénables, bien entendu. Voilà donc où nous en sommes à notre époque, et je me contente de citer ces points, hein, présentés dans un livre, hein, qui dénonce aussi, alors j'en profite pour vous le dire, hein, l'indigénisme, l'identitarisme, une forme de féminisme qui trahit la cause des femmes, etc. Et j'en profite pour vous le dire que je viens de terminer un livre, hein, précédemment sur le nouveau féminisme, hein, qui est un féminisme anti-masculin, hein, tout à fait insupportable. Alors, heureusement, elle n'est pas toute seule, et dans la dernière période, la psychanalyste Elisabeth Roudinesco a très bien parlé dans un livre, elle aussi, des dérives identitaires, hein, la formule est d'elle, qui abîment l'universalisme égalitaire auquel il ne faut absolument pas renoncer. Et il faut affirmer avec elle, hein, ou à titre personnel aussi, d'ailleurs je vous le dis, que le droit à la différence ne saurait se convertir en différence des droits. C'est pourquoi le communautarisme constitue bien une régression majeure, hein, de notre ethos philosophique et politique moderne, je répète, de notre ethos philosophique et politique moderne, régression à laquelle je ne pensais pas être confronté, figurez-vous, un jour, dans la patrie de Condorcet, qui a aussi subi l'influence de Marx. Merci.